Mesdames et messieurs, chers internautes, Bénin Dabarotou, la 5e édition se poursuit et nous sommes à Porte-Nouveau. Nous sommes avec l'édit de la commune de Porte-Nouveau et nous allons parler de la thématique de cette édition de Bénin Dabarotou, agriculture et changement climatique, quel impact sur la sécurité alimentaire au Bénin. C'est vrai, Porte-Nouveau n'est pas une commune agricole comme d'autres, mais c'est sûr qu'il y a des activités agricoles quelle que soit l'échelle qui sont menées dans la commune de Porte-Nouveau. Nous allons en parler avec le maire. Nous allons également faire un tour d'horizon des actions qui sont menées dans la commune de Porte-Nouveau par le conseil communal. Nous allons parler des actions du gouvernement dans cette localité et nous allons également faire un tour d'horizon de l'actualité comme vous avez pris l'habitude depuis le début de cette tournée médiatique Bénin Dabarotou. Monsieur le maire, merci de nous recevoir chez vous. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Monsieur le maire, nous sommes dans la capitale du Bénin. J'aimerais connaître, pour commencer, l'histoire de votre commune. Ah oui, merci beaucoup. Et Porte-Nouveau, comme vous le savez, c'est la capitale du Bénin. Et nous avons le plaisir de dire que c'est la ville aux trois noms, Adiaché, Khorboune, Porte-Nouveau. Et à travers même cette dénomination, c'est une synthèse de l'histoire de Porte-Nouveau. Oui. Adiaché pour dire que les tout premiers à fouler le sol de la ville de Porte-Nouveau, c'est les Nagos, c'est les Yoruba. Et la première appellation symbolise, disons, ces premiers habitants, ces premiers occupants de la ville. Oui. Et Khorbonou pour dire que voilà, c'est la vague conduite par Théagbani et les Adja, le peuple Adja, les Goun, Torié et assimilé. Okay. Donc, c'est pour dire que dans la ville de Porte-Nouveau, nous avons disons, deux grandes ethnies. Et cela ne voudrait pas dire que les autres ethnies n'y sont pas, n'y résident pas, que ce soit les Bariba, les Dindi, les Adja, tout le monde s'y trouve. Mais les deux grandes communautés qu'on retrouve sur le sol de Porte-Nouveau, c'est les Yoruba et puis les Goun et assimilés. Ceci dit, Porte-Nouveau pour dire que bon, le premier de Campos à découvrir Porte-Nouveau, la terre de Porte-Nouveau, c'est un Portugais. C'est lui qui a donné le nom de Porto-Novo qui, avec la colonisation française, est devenu Porte-Nouveau. Donc voilà un peu, et on ne va pas dans le détail pour dire, voilà, il y a le royaume Théagbali, après, ainsi de suite, jusqu'à Tofa. Tout ça, c'est des histoires qui sont connues. Mais ce qu'il faut retenir et qui, pour nous, est capital, c'est le titre de capitale de la ville qui semble être oublié et attribué à Cotonou. On est fiers d'être la capitale, même si il reste beaucoup de choses à faire pour tourner à Porte-Nouveau véritablement les attributs. Je pense qu'aujourd'hui, nous nous targuons cette fierté de dire que c'est la seule ville qui est reconnue au niveau de notre constitution. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le maire, pour cette belle histoire qui nous met de l'eau à la bouche, qui appelle certainement des touristes à venir découvrir Porte-Nouveau. Alors, monsieur le maire, nous allons continuer par les actions que vous avez menées depuis que vous êtes là. D'abord, quels étaient les défis et qui étaient les vôtres à la prise de vos fonctions en tant que maire de la commune de Porte-Nouveau? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et je dois dire que depuis 2020, où nous avons la charge de conduire les rênes de cette ville, comme je le disais tantôt, Porte-Nouveau. Et avant de venir à votre question, c'est d'abord une ville et une petite ville qui s'étend sur 52,4 km². C'est malheureusement l'une des plus petites villes de notre pays, mais avec une très forte densité parce que la population tourne autour de plus de 350 000 habitants. Et puis on est situé juste à côté du Nigeria et environ à 30 km de Cotonou. Donc c'est une magnifique ville telle que vous le savez. Et c'est cette ville qui nous a été confiée en 2020. Et je peux vous dire qu'à notre prise de service en 2020, à notre prise de fonction, nous avons essayé déjà de par notre expérience au conseil municipal,
nous avons essayé de jouer sur les atouts et d'habitude, davantage plutôt révéler ce qu'est la potentialité de la ville. C'est une ville qui n'a pas de potentialité industrielle, agricole, qui n'a pas de ce potentiel, mais qui a un fort potentiel culturel et touristique. Et donc, très tôt, lorsque nous avons pris les rênes de la ville, surtout au regard des compétences qui sont celles des communes en République du Bénin, nous avons compris qu'au niveau des infrastructures scolaires, il y avait beaucoup de défis à relever. Et aujourd'hui, nous avons énormément investi dans les constructions, les réfections des salles de classe, des écoles, et dans la sécurisation des enfants au niveau des écoles en faisant les clôtures de ces écoles, dans la construction des latrines. Et donc aujourd'hui, une bonne partie disons, des écoles de Porto Novo sont construites, et vous n'êtes pas sans savoir, avec une population d'environ 360 000 âmes, c'est qu'on a beaucoup d'enfants. Donc c'est pour nous un gros défi, et je pense que nous sommes en train de le relever. Et au niveau de la santé, nous avons travaillé surtout par rapport à l'équipement des différents centres de santé, aussi bien d'arrondissement qu'au niveau du CHDO de Porto Novo. Je me réjouis de dire que en tout cas dans tout le Bénin, Porto Novo est probablement la ville qui a le plus investi dans le domaine de la santé, surtout au niveau des centres de santé communautaires, les centres de santé d'arrondissement. Mais en dehors de tout ceci, il faut reconnaître que nous travaillons beaucoup plus pour révéler le côté culturel et touristique de la ville. Et c'est dans ce cadre que le projet Porto Novo Ville Verte, qui est un projet de résilience au changement climatique, en même temps que culturel, nous a permis de réaliser au niveau de la ville de Porto Novo l'unique promenade lagunaire qui existe pour le moment au Bénin et dans toute la sous-région, disons, de l'Afrique subsaharienne. C'est une promenade longue de près de 3 km et qui est constituée de parties de promenades aussi bien piétonnes que sur pilotis et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, c'est une infrastructure qui permet de mieux contempler le paysage et surtout la berge, admirer la berge de Porto Novo. Et surtout faire un tourisme écologique féerique au niveau de la berge. Ça, c'est une réalisation que nous avons pu faire grâce au concours de l'AFD et de certains partenaires, à savoir la métropole de Lyon et Cergy-Pontoise. Voilà un peu ce que je peux dire. Nous avons fait les réalisations des voies, les travaux d'assainissement. Dans le cadre de ce projet, nous avons réalisé beaucoup de travaux d'assainissement pour connecter la ville à la lagune à travers des voies qui sont pavées. Mais au-delà de ça, nous sommes appuyés sur des mécènes. Nous avons pu négocier avec les mécènes de la ville pour réaliser également des voies pavées, plusieurs kilomètres de voies pavées au niveau de la ville. Ce qui pour nous a été également un grand succès, c'est la réorganisation du festival de Porto Novo, et qui, grâce au concours du gouvernement du chef de l'État, a été institutionnalisé et est devenu désormais le festival des masques. Ah oui. Vous l'auriez constaté, habituellement c'est un festival qu'on faisait en janvier, mais le chef de l'État a voulu vraiment qu'on ne concentre pas tout ce que nous avons comme atout touristique dans le même mois de janvier. Oui. Et vu que Ouidah a été déclarée depuis 1992 comme étant la ville qui accueille les manifestations officielles de la religion endogène, c'est ça qui a justifié le fait que désormais Vodou Days est l'événement phare qui occupe le mois de janvier, et une programmation qui a été, selon la programmation faite, le Festival des masques
se déroule désormais pour un mois d'août de chaque année. Ceci pour permettre à ce que nous ayons 2 moments forts de promotion de notre culture au cours de l'année. Le premier moment, le mois de janvier, qui coïncide avec les dates officielles dédiées à la fête des religions endogènes, et maintenant les vacances estivales pour permettre aux touristes d'aller, de pouvoir visiter un peu partout dans le monde. Donc, ce moment a été choisi par le chef de l'État pour l'organisation du Festival des masques, qui pour nous sera dans les années à venir le plus grand festival de masques au niveau de l'Afrique. Donc, pour nous, c'était quand même une parfaite réussite. Alors, et enfin, nous avons la construction de notre hôtel de ville. J'aimerais qu'on marque d'abord une coup de pause au niveau de ce festival pour que vous nous fassiez un peu le bilan de ce qu'a été cette expérience. On a vu, ça a mobilisé autant d'autorités, autant de touristes. Dites-nous comment vous avez vécu ces moments. Merci beaucoup. Par rapport au festival des masques, comme c'était déjà une tradition chez nous d'organiser un festival, et le clou de l'événement, c'est souvent la parade des masques. Oui. Et la parade des masques, c'est pour exhiber la richesse culturelle, disons, non seulement de notre pays, mais de tous les pays qui disposent des masques qui constituent pour nous des valeurs endogènes qu'il ne faudrait pas perdre parce que c'est notre identité. Et c'est à travers ces masques que des fois certaines localités se retrouvent. Et donc le fait que Porte-Novo ait choisi de se positionner par rapport aux masques, nous avons constaté pour l'édition dernière que l'organisation il y avait la touche professionnelle de la DAC et surtout l'accompagnement du gouvernement. Nous espérons que la prochaine, comme c'était l'édition test, bon, nous avons pris note des couacs, des failles à améliorer et nous espérons que la prochaine édition sera une édition aussi réussie comme les Vaudou-Days de cette année, étant donné que c'est deux événements qui se tiennent. Hein, donc, nous comptons beaucoup plus sur le gouvernement, nous comptons sur l'engagement du chef de l'État et nous osons croire que en envisageant de faire de Porte-Novo le carrefour des masques africains, et ceci permettra encore davantage de drainer du monde, non seulement de ceux de la diaspora, mais également ceux de l'Afrique, toujours vers notre pays. Étant donné que le souci du chef de l'État, c'est de booster le côté touristique, le côté tourisme et surtout la culture de notre pays et de mettre ça en avant afin que cela devienne un levier économique également pour le pays. D'accord. Je retiens par vos explications que l'implication du gouvernement a permis de donner un autre niveau au festival et vous espérez que l'année prochaine, après l'intégration de tout ce qui a eu comme insuffisance, on aura encore un festival plus grand, et plus imposant et qui permet d'atteindre les objectifs. Alors, vous parliez tout à l'heure de l'hôtel de ville, c'est vrai, on entend parler que Porte-Novo risque d'avoir la plus belle infrastructure qui abrite un hôtel de ville au Bénin. Parlez-nous-en. Merci beaucoup. Ben, écoutez, est-ce que Porte-Novo aura la plus belle infrastructure d'hôtel de ville? Bon, on aura le temps de le savoir, mais ce qui est sûr, je saisis cette occasion pour remercier encore une fois le chef de l'État qui, dans sa volonté de transformer, de moderniser, c'est-à-dire de conférer à Porte-Novo des attributs qu'il n'a pas pu obtenir, a souhaité que vraiment la construction de l'hôtel de ville soit une exception afin de quand même nous permettre de voir à travers l'hôtel de ville la petite présidence de la ville de Porte-Novo. Et c'est fort de ceci que le chef de l'État lui-même a pris à bras le corps ce projet que nous avons et pour lequel on avait mobilisé un peu de ressources. Et décider vraiment que ce soit un projet d'État. Et aujourd'hui, je pense que dans les tout prochains mois, les travaux vont commencer. Et tout dernièrement, il s'en est véritablement préoccupé et instruit à ce que la procédure d'appel d'offres puisse rapidement être bouclée. Tout ce que je peux vous dire, ce serait une infrastructure de taille, de plusieurs milliards,
un peu moins d'une dizaine en tout cas. Ça fait environ 9 milliards, donc c'est quand même impressionnant comme infrastructure. Et ceci, nous en sommes très fiers. Nous en sommes fiers dans la mesure où Porto-Novo, en tant que capitale, l'une des capitales du monde à ne pas avoir la présidence. Mais ce serait pour nous notre petite présidence. En espérant qu'à l'édition prochaine de Benin Dabaratou, nous serons reçus dans le nouvel hôtel de ville. Pas prochaine édition. Pas prochaine édition, mais dans les toutes prochaines éditions, en espérant d'être reçus dans le bel hôtel de ville qui sera construit. Nous allons parler de la thématique de cette édition de Benin Dabaratou, agriculture, changement climatique, quel impact sur la sécurité alimentaire au Bénin. Alors, monsieur le maire, c'est vrai, vous êtes dans une commune urbaine, on pourrait dire que vous n'êtes pas trop impacté par les activités agricoles, mais dites-nous, qu'en est-il justement des activités agricoles dans votre commune? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et c'est vrai que si à Porto-Novo, on n'est pas pour autant impacté par les activités agricoles, on est quand même impacté par le changement climatique. Ah oui, ça c'est clair. C'est évident. Voilà, donc ceci dit, je voudrais d'abord vous remercier pour la thématique choisie pour ce Benin Dabaratou, et qui pour moi est une thématique, disons, pertinente, dans la mesure où aujourd'hui, comme on le dit, la force est dans le ventre. Donc, le ventre affamé, on le dit autrement, n'a point d'oreille. Et pour qu'il y ait d'oreilles, il faut être rassasié. Ah oui. Et pour être rassasié, c'est qu'il faut qu'on produise ce qu'on doit pouvoir manger. Absolument. Et donc, si l'environnement ne nous permet pas de produire, c'est que nous sommes dans une catastrophe. Et je pense que c'est pour anticiper sur tout ça, ou pour sensibiliser, éveiller les consciences des autorités que nous sommes. C'est sous cet angle que moi je vois beaucoup plus le choix de la thématique qui est choisie, pour dire que c'est une thématique qui est importante. L'agriculture, c'est vrai, Porto-Novo n'est pas une grande commune, n'est pas une commune agricole, mais nous consommons quand même les produits agricoles. Nous consommons les produits agricoles, mais la chance que Porto-Novo a, c'est d'être une ville en bordure de l'eau. Et lorsqu'on est une ville en bordure de l'eau, c'est qu'on a un potentiel. On a des bas-fonds, on a des zones humides, et ce serait un péché de ne pas les mettre en valeur. Et c'est fort de ceci que la ville aussi encourage un groupe d'acteurs agricoles qui travaillent et exploitent les berges et les zones humides de la ville, surtout pour des produits, pour les cultures maraîchères. Donc aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que nous avons à Porto-Novo des groupes de maraîchers qui travaillent inlassablement pour alimenter nos marchés en produits maraîchers frais. Donc ça, c'est déjà une chose. La deuxième chose, c'est qu'au moins on reconnaît le centre Songaï, qui est un centre de référence, mais qui est un centre installé dans une zone humide de la ville de Porto-Novo, qui a commencé ses expériences par cette zone et qui aujourd'hui s'est étendue sur toute l'étendue du territoire. C'est pour dire que les grandes choses ne viennent pas forcément des grands milieux. Donc Porto-Novo, encore par là, prouve que sa place de capitale. C'est pour vous dire tout ce que le rôle que Porto-Novo joue dans le secteur agricole au Bénin, parce que rien qu'à partir du centre Songaï, beaucoup de jeunes sont formés, beaucoup de personnes et beaucoup de produits sont mis sur le marché. C'est toute une chaîne, le centre Songaï. Donc tout ça, c'est sur le territoire de la ville de Porto-Novo. Et je crois que le centre KDK s'est inspiré de l'expérience de Songaï. Voilà, donc voilà ce que je peux dire. Et je peux aussi, pour poursuivre dans la même dynamique, dans la même veine, dire que voilà des initiatives qui permettent d'atténuer les effets du changement climatique. Parce qu'aujourd'hui, il y a un lien très fort qu'on peut faire entre le changement climatique observé un peu partout dans le monde et l'agriculture. Parce qu'il y a un dérèglement, on ne maîtrise plus les saisons, les cycles, voilà, la pluviométrie est perturbée, on a un stress hydrique qui ne dit pas son nom aujourd'hui, et on sait peut-être quand est-ce que
la chaleur commence, mais on ne sait pas, disons, la sécheresse, bien sûr, mais quand est-ce que la période des pluies va commencer, tout est perturbé. Oui. Et il faut reconnaître que tout ceci, ça influe énormément sur l'agriculture et ça perturbe vraiment le cycle de production. Donc c'est fort de cela que si nous voulons garantir une certaine sécurité alimentaire, puisque c'est l'impact que vous êtes en train d'explorer. Donc si on doit garantir une certaine sécurité alimentaire, il est important de jouer sur les causes de l'insécurité qu'on pourrait avoir à travers des actions d'atténuation, d'adaptation au changement climatique, afin que l'agriculture puisse se faire normalement. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. Et au niveau de la ville de Porto Novo, je pense que nous en sommes suffisamment conscients par rapport à cette problématique. Et c'est pour cela que dans un premier temps, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes l'une des rares villes de notre pays à initier un projet d'envergure par rapport à la résilience au changement climatique. C'est ce projet qu'on a dénommé projet Porto Novo Ville Verte. C'est un projet d'environ 8 milliards que nous venons de boucler et un projet qui nous a permis de faire plusieurs études et de travailler sur le renforcement du couvert végétal au niveau de la ville. Actuellement, nous sommes en train de travailler également sur un projet de verdissement des artères de la ville, parce que si vous regardez un peu au niveau de nos voies, nous n'avons pas la culture de végétaliser nos bois, nos rues. Nos rues ne sont pas suffisamment végétalisées. Et peut-être nous faisons de la végétalisation ornementale. Mais on ne densifie pas dans le souci vraiment d'atténuer véritablement disons, les effets de changement climatique. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il fait excessivement chaud. Et il n'y a que les arbres pour produire de l'oxygène, pour amener de l'ombrage nécessaire. Mais quand vous parcourez nos rues, vous parcourez nos localités, vous constatez avec facilité que tout est dégarni. Et au niveau de la ville de Porto Novo, l'un de nos défis que nous sommes en train, sur lesquels nous travaillons actuellement, c'est comment végétaliser les rues de la ville. D'accord. Voilà. Monsieur le maire, merci beaucoup pour ces informations que vous nous donnez, ces détails sur les actions que vous menez pour pouvoir atténuer les changements climatiques, l'effet des changements climatiques. Alors, nous tendons vers la fin de cet entretien et nous allons parler des actions du gouvernement pour votre commune, pour les populations de Porto Novo, celles qui ont été déjà menées et celles à venir. Quelles sont les attentes encore des populations de Porto Novo? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Pour ce qui concerne les actions du gouvernement au niveau de notre ville, je pense que les actes parlent plus fort que les mots. Aujourd'hui, pour qui connaît Porto Novo, il y a 5 ans, il y a 10 ans, et quand on vient à Porto Novo aujourd'hui, on sent toute la métamorphose qu'il y a eu ces 5 dernières années, comme quoi le gouvernement, avec à sa tête le chef de l'État, a pu réaliser un travail titanesque, notre gouvernement bien sûr, et ce qui a contribué à métamorphoser, à changer le visage de Porto Novo par des voies qui sont asphaltées. C'est dans tout le pays, mais j'avoue que Porto Novo n'est pas resté en marge de tout ce programme d'asphaltage. De nombreuses rues sont asphaltées au niveau de la ville. Il y a également de grandes infrastructures également qui sont en cours de réalisation, telles que le musée Vaudou, telles que les cités, telles que disons, les résidences, les logements économiques. Et au niveau de la ville, nous en observons également. Et nous avons, tantôt j'ai parlé de l'hôtel de ville, nous aurons bientôt la résidence du préfet qui sera la nouvelle préfecture, la résidence du président de l'Assemblée. C'est autant de grandes infrastructures qui sont en cours pour changer le visage de Porto Novo. Nous avons les marchés, le marché Wando, qui certainement sera l'un des grands marchés du Bénin, le marché à Wangbo qui est construit, livré déjà. Et nous avons également l'académie de sport. Il y a pas mal de choses qui restent. Et ça, c'est au niveau des infrastructures pour l'administration.
Mais pour ce qui concerne l'aspect tourisme et culture, nous savons que le chef de l'État en a fait un défi majeur. Et ce défi majeur a sa raison d'être dans la mesure où, je l'ai dit tantôt, c'est un levier économique pour le pays. Aujourd'hui, nous ne disposons pas d'autres richesses. Il y a des pays qui ne vivent que du tourisme. Il y a des pays qui ne vivent que de ça. Et je pense que la vision du chef de l'État, c'est de positionner le Bénin comme l'une des destinations touristiques les plus prisées au monde. Et cela ne saurait se faire sans intégrer convenablement Porto-Novo. Parce qu'aujourd'hui, Porto-Novo est l'une des villes les plus visitées par les touristes. Et quand nous prenons au niveau de cette ville les patrimoines culturels qui sont les plus visités, nous avons la mosquée centrale de Porto-Novo, qui est une architecture unique, construite par les afro-descendants venus du Brésil depuis au début des années 1900, et qui aujourd'hui demeure une attraction que tout le monde vient voir. Et notre rêve, c'est de tout faire pour l'inscrire au niveau du patrimoine de l'UNESCO. Et nous sommes en train de travailler pour ça. Des études sont déjà réalisées et notre souhait, c'est de solliciter notre gouvernement à prendre ce projet d'envergure à bras le corps et de pouvoir le réaliser pour que cela soit une destination prisée, comme déjà nous le constatons. Mais au-delà de tout ceci, nous avons également l'obélisque Pakliao, qui pour nous est un monument très très important dans la mesure où cela symbolise le siège mondial du culte Zambéto, qui aujourd'hui n'est plus à démontrer, tout le monde le connaît. Mais la base, le cœur même de ce culte Zambéto, c'est ici à Porto-Novo. Et cet obélisque mérite d'être rénové et pourquoi pas repensé pour que cela devienne une attraction au même titre que la statue de l'Amazone, au même titre que d'autres obélisques que nous avons, parce que nous avons foi que c'est quelque chose d'exceptionnel que nous avons et nous saisissons votre tribune pour vraiment appeler l'attention du chef de l'État là-dessus et le ministre de la Culture afin que ce dossier puisse vraiment être intégré au projet phare du gouvernement pour renforcer l'attractivité de notre pays. Au-delà de tout ceci, nous avons pas mal de choses. Porto-Novo est la seule ville qui dispose de beaucoup de maisons afro-brésiliennes. C'est une architecture en voie de disparition, mais nous battons pour les sauvegarder. Nous espérons que des projets d'entretien, de sauvegarde viendront nous appuyer pour maintenir ces beaux bâtiments de la ville. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, c'est très heureux de savoir tout ce qui a été fait. Vous avez également lancé un appel pour ce que les populations de Porto-Novo voudraient encore. Alors, cette année, nous sommes soutenus par le groupe KDK, Kidani Dada de Kwesou, qui est un groupe agricole disposant d'une ferme agricole à Tchaourou, d'un lycée agricole à Parakou et d'une université agricole à Parakou. Alors, dans le partenariat qui nous lie, le groupe KDK a voulu offrir à toutes les communes que nous allons parcourir des demi-bourses de formation pour des enfants des communes, pour une demi-bourse pour le lycée, une demi-bourse pour l'université agricole. Alors, tout à l'heure, à la fin de l'émission, nous allons vous remettre vos deux demi-bourses et vous allez voir les conditions pour les candidats de bénéficier de cette demi-bourse. Alors, je vais vous demander votre impression par rapport à cet acte de KDK et en même temps vous demander de dire votre mot de la fin parce que nous sommes malheureusement à la fin de l'entretien. D'abord, je tiens à féliciter véritablement le promoteur de KDK, oui. L'honorable Charles Toko, qui vient par cet acte nous montrer et confirmer que l'adage selon lequel plutôt on dit souvent la terre ne ment pas. Et de par certainement ses expériences et vu qu'il est beaucoup plus dans le nord, il a compris que oui, les producteurs du Nord, les cotonculteurs, les producteurs d'anacad, d'acajou, de soja et consorts, bon, bien qu'étant analphabètes, mais ils sont devenus riches, rien que par l'agriculture. Oui. Et c'est fort de cela, il a voulu vraiment que
cela soit réorganisé à travers une ferme expérimentale, un lycée et une université. Nous lui tirons chapeau, nous le félicitons et nous souhaitons plein succès à ces projets parce que c'est rare de trouver des initiatives du genre. Et donc, ceci dit, nous sommes très heureux de ce qu'il accorde une attention particulière à toutes les communes de notre pays en leur offrant des bourses, des demi-bourses, je voudrais dire, pour permettre aux jeunes désireux de s'engager dans l'agriculture de pouvoir s'inscrire. Nous prenons acte de cela et nous allons réfléchir et voir dans quelle mesure fixer des critères pour permettre à ce que les jeunes de notre commune saisissent cette opportunité. Et nous sommes également heureux de savoir que pour sa visibilité, et s'est appuyé sur Dabarou, l'organe de presse Dabarou, qui est déjà connu et qui fait bien sa promotion. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup, monsieur le maire. Voilà, donc, très cher frère Charles, honorable maire, comme nous avons affectueusement l'habitude de l'appeler, oui. Félicitations et beaucoup de courage. Alors, votre mot de la fin? Mon mot de fin, je voudrais remercier Dabarou pour cette initiative de Bénin Dabarou Tour qui, de temps à autre, nous donne l'opportunité de nous prononcer sur des thématiques bien précises et aussi de pouvoir rendre visible notre commune. Quitter le nord pour le sud, pour des initiatives pareilles, il faut être passionné de la chose. Et nous vous en sommes véritablement gré, et nous vous encourageons et nous vous souhaitons à l'orée de cette année nos meilleurs vœux. Merci. Et que Dabarou connaisse encore davantage de succès. Amen. Et rentre dans sa phase de coopération, de partenariat avec nous aussi, pourquoi pas. Amen. Voilà. Amen. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci beaucoup, monsieur le maire. Mesdames et messieurs, chers internautes, vous l'avez compris, nous étions avec le maire de la commune de Porte-Nouveau, Charlemagne Yankoti. Avec lui, nous avons abordé la thématique de cette édition de Bénin Dabarou Tour. Nous avons parlé également de plein d'autres choses, telles que le festival des masques. Nous avons parlé des réalisations du gouvernement. Nous avons parlé de l'agriculture. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Au revoir. Pour refléter au mieux notre engagement envers les communautés au Bénin, en Afrique et dans le monde, votre plateforme média Reporter Bénin Monde embrasse une plus large vision et devient Reporter Média Monde. Nous sommes le trait d'union entre les communautés et les gouvernants. Suivez-nous via notre site www.reportermediamonde.com et en vous abonnant à nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Reporter Média Monde. Nous faisons de votre information l'actualité du moment.